Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et après cette revue de presse internationale, on va tenter une revue de Trump internationale avec vous, Justin Weiss. Bonjour, vous êtes historien spécialiste des États-Unis et fondateur et directeur du Forum de Paris sur la paix. Justin Weiss, on se souvient bien entendu des mots de Donald Trump, très durs, provocateurs, mais au fond, qu'est-ce que sa présidence a changé à la politique étrangère des États-Unis ? Plusieurs choses. D'abord, son attitude hostile au multilatéralisme, à la coopération internationale, a fait beaucoup de dégâts dans ces domaines-là. On sait les retraits qu'il a opérés, retrait des accords de Paris, retrait de l'UNESCO, retrait de l'OMS plus récemment, avec qui il a refusé de coopérer, la jugeant trop inféodée à la Chine. Et donc, il a en quelque sorte accentué la crise du multilatéralisme, de la coopération internationale, qui était déjà présente en fait, et qui résultait de l'affrontement entre les grandes puissances, la montée en puissance de la Chine, disons des attitudes d'un certain nombre de pays populistes, et ça a été vraiment mauvais. Ensuite, il est évident que, et ça on l'a beaucoup dit, on en a fait beaucoup, mais je pense que ça a fait un vrai changement, il était l'ami des autoritaires et des dictateurs, des néo-autoritaires, comme on a dit parfois, avec des effets variés, avec une sorte de politique tout à fait incohérente vis-à-vis de la Russie, puisque lui-même était plutôt favorable à Poutine, mais qu'il avait une administration et surtout un congrès qui ne l'était pas, une politique vis-à-vis de la Chine... Incohérente parce que lui-même désavouait ses services de renseignement et une bonne partie de son administration sur ce sujet-là. Incohérent sur la Chine aussi, puisque au début il a cherché à être proche de Xi Jinping. Ça a été un peu du stop and go avant de lancer une guerre plus marquée au bout de 2 ans, seulement en 2018, et les choses se sont accentuées. En cela, il n'est pas très loin du consensus américain, c'est-à-dire qu'il n'est pas sur la Russie et sur les autoritaires, il est loin du centre de gravité américain. Sur la Chine, en revanche, c'est plutôt l'objet d'un consensus. Et oui, parce que c'est cela en fait qui est intéressant dans cette présidence Trump que l'on va tenter de décrypter sur le plan donc du volet étranger avec vous, Justin Weiss. Il y a eu énormément de bruit et de fureur dans cette présidence, mais au fond, par exemple, son retrait de l'accord de Paris, il n'a pas provoqué de conséquences, de changements effectifs, puisque celui-ci devait être dénoncé uniquement en cas de second mandat, donc pas de résultat. Alors c'est vrai, mais en même temps, c'est aussi parce que le reste du monde a résisté. L'Amérique a résisté d'abord, il y a eu un mouvement très fort des villes, des États américains, d'une partie du business américain, de la philanthropie américaine pour rester dans les accords et donc essayer de respecter les engagements pris sous l'administration Obama. Et ensuite, résistance du reste du monde. Personne, ou presque personne, à part Bolsonaro, n'a vraiment suivi Trump, il n'a pas fait Flores, et ça, en fait, ce que cela révèle, c'est aussi le fait que l'entraînement, l'effet d'entraînement américain et donc la marge de supériorité américaine n'est pas aussi grande que ce qu'elle était auparavant. Sur la Chine, vous l'évoquiez, finalement, même si cela a pu surprendre, eh bien, la politique de Donald Trump est assez consensuelle et finalement, le fait de dire qu'il y a une compétition commerciale faussée entre la Chine et les États-Unis est une idée qui est très répandue chez les démocrates. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'au fond, les Européens et les démocrates en sont à peu près au même point, c'est-à-dire que oui, il y a un problème Trump parce que ses méthodes, parce que l'attaque constante contre l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et ses règles, c'est surtout l'attaque contre les règles qui gênent, ces attaques contre l'Europe aussi, y compris commerciales, posaient problème. Mais par ailleurs, il fallait bien reconnaître que Trump avait raison, que Trump a raison sur la concurrence déloyale de la Chine qui pose aussi problème à l'Europe et à beaucoup de secteurs américains, parce que l'entrée de la Chine dans l'OMC en 2001 ne s'est pas accompagnée du respect des normes qu'elle devait normalement entraîner. Mais alors ça, c'est quand même quelque chose de très important, parce que cela signifie qu'on peut imaginer que cela sera poursuivi et d'après ce que j'ai pu comprendre, il y a déjà beaucoup d'entreprises américaines qui faisaient fabriquer en Chine, qui poursuivent parfois ce mouvement pour des marchés non américains, mais qui ont
ou bien relocaliser, ou bien localiser, par exemple, au Mexique, leur production, Justin Weiss? Oui, c'est à chaque fois une sorte de... c'est l'eau qui fuit dans la main, en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est vraiment compliqué. Par exemple, cette guerre contre la Chine a coûté cher aux Américains, en réalité, parce que les droits de douane qui ont été levés, évidemment, ont renchéri le coût des produits, et que par ailleurs, il a fallu compenser les pertes, notamment des agriculteurs américains. Et ça, c'est des dizaines de milliards de dollars qui ont été donnés par Trump. Et donc, en effet, il y a des tas de conséquences inattendues de cette guerre. Il l'a menée peut-être de façon maladroite, mais disons la cause elle-même, en effet, reste consensuelle. Et puis alors, le volet sur l'OMS, j'en parle notamment aussi parce que vous allez organiser pour la 3e année consécutive le Paris Peace Forum du 11 au 13 novembre. Vous allez recevoir des chefs d'État, des PDG sur le thème de la pandémie de Covid-19. Justin Weiss, est-ce que le courroux de Donald Trump à l'égard de l'OMS, très proche des Chinois, n'est pas un courroux qui se justifie? Alors, une petite précision, d'abord, au forum, on reçoit tous ceux qui ont un rôle dans cette action internationale, dans ce qu'on appelle la gouvernance mondiale en jargon, et donc des chefs d'État assez nombreux, oui, le secteur privé, mais aussi les fondations philanthropiques, les ONG, les simples citoyens, les universités, et beaucoup d'autres. C'est ce concept de multi-acteurs, comme on dit, qui sur des domaines comme celui de la santé dont on va parler, est le seul qui est en fait à même d'agir efficacement. Alors oui, sur l'OMS, là pour le coup, Trump a fait un coup d'éclat en annonçant le retrait américain, retrait qui va être inversé par Biden dès son arrivée le 20 janvier, hein, il l'a annoncé. Et d'ailleurs, c'est logique parce que l'Amérique a été le principal soutien de l'OMS depuis toutes ces décennies, avec d'ailleurs des résultats assez bons de l'OMS sur l'éradication de certaines maladies et de choses comme ça. Et bien sûr, avec un problème au fond, ce retrait américain handicape l'OMS. Évidemment, pour l'instant, ça va encore un peu comme en apesanteur jusqu'au 20 janvier, mais ça aurait été vraiment problématique qu'elle cesse. Ce que Trump reprochait, on le sait, c'est que l'OMS soit inféodée à la Chine. Et si on va dans le détail, on voit qu'à la fois, oui, il y a disons une sorte de sinophilie de son directeur général, mais qui ne doit pas cacher le fait que l'OMS, de toute façon, dépend des pays qui la composent. Et que donc, Tedros Ghebreyesus, son directeur général, ne pouvait pas s'aliéner la Chine. Et s'il voulait des informations en janvier dernier sur le coronavirus, il était obligé de faire ces courbettes que Trump lui a tellement reprochées. Vous pensez vraiment, c'est-à-dire que sur la pandémie, indépendamment de ces courbettes, Justin Weiss, est-ce que l'OMS s'est comportée dans la gestion de cette pandémie de manière indépendante? Est-ce qu'il n'y a pas eu une manière de mettre les différents errements chinois sous le tapis? Alors, si, en partie, mais ça, c'est en raison du fait que l'OMS, encore une fois, n'est que la somme des États qui la composent. Elle a très peu d'agences indépendantes, disons. C'est-à-dire on avait bien vu au moment d'Ebola, par exemple, où le représentant africain avait minimisé et retardé l'alerte. Et là, on a vu de la même façon, où le représentant chinois a retardé et minimisé l'alerte sur le coronavirus, tout simplement parce qu'on ne souhaite pas dire que ça se passe mal chez soi. Et c'est la raison pour laquelle il faut, à l'OMS qui reste indispensable, il faut, ajouter, il faut la coordonner avec d'autres acteurs, les États évidemment, mais surtout les grandes fondations, hein, la Fondation Gates qui a joué un rôle très important dans le renforcement des systèmes de santé notamment, les grandes ONG, les agences de développement, les banques de développement, et c'est tout cela qu'on va réunir mercredi, jeudi et vendredi à Paris, autour notamment d'initiatives comme Act A, c'est-à-dire l'initiative qui vise à donner des vaccins à tous et pas simplement aux pays riches. Justin Weiss, on a beaucoup parlé du retrait américain. On a vu qu'effectivement Trump était véritablement sur une ligne isolationniste. Est-ce que c'est un brusque revirement ou s'agit-il d'une évolution ? Alors, avec Trump, c'est toujours des brusques revirements parce que sa modalité est le coup d'éclat et que donc forcément, ça fait des grands mouvements de barre, comme on dirait en langage nautique. Mais en gros, ce qu'il faut voir, c'est que oui, les choses vont aller mieux avec Biden parce que l'appréhension, l'angle, la lentille à travers lequel cette équipe voit les affaires internationales est un angle spontanément coopératif. C'est-à-dire que oui, ils vont défendre les intérêts américains, mais ils ont conscience
conscience que ses intérêts sont liés à ceux de beaucoup d'autres puissances, notamment l'Europe, et ça va vraiment changer pour les accords de Paris, pour l'OMS, pour l'OMC et sur un certain nombre d'autres sujets. Maintenant, vous avez raison, l'Amérique n'est plus celle de, disons, des années Clinton, par exemple, d'il y a 20 ans ou 30 ans. L'Amérique est moins puissante relativement au reste du monde, donc elle est moins généreuse, plus jalouse de ses intérêts, moins prête à jouer le rôle de gendarme du monde, disons, de shérif ou simplement de garant de l'ordre international. Et puis, et c'est ça que Trump a révélé, la population américaine est traumatisée. Enfin, 71 millions d'Américains ont voté pour un président qui dit en gros ce fonctionnement du système international nous est défavorable, on se fait avoir, on se fait plumer. Que ce soit par les accords militaires ou par la Chine ou par les Européens sur le commerce ou par ces organisations internationales globalistes qui violent notre souveraineté, en gros, le deal ne nous convient plus. Le deal qui avait prévalu entre les classes moyennes américaines et ce rôle de leadership américain entre, en gros, la Seconde Guerre mondiale et les années 2000, à cause des traumatismes de la globalisation et de la précarisation de la classe moyenne, ne tient plus. Alors ça, c'est très important ce que vous dites là, Justin Weiss. Ça veut dire que l'on a assisté à un tournant en matière de politique étrangère. Quelles peuvent être les conséquences? Quelles sont les conséquences que l'on observe déjà au Moyen-Orient sur des conflits ou sur des situations comme la situation syrienne si les États-Unis deviennent de moins en moins présents? Qu'est-ce que l'on peut imaginer? Il est certain qu'une tendance ne changera pas, qui a été esquissée d'ailleurs non pas par Trump mais par Obama, c'est celui du moindre interventionnisme. Parce que l'humeur n'est pas à l'intervention militaire, au fait de se porter, disons, au devant des problèmes. On avait déjà vu ça chez Obama, en dépit de son intervention en Libye. On avait bien vu que en 2013 notamment, en Syrie, mais aussi en Afrique, il y avait une réticence à intervenir. L'idée également le fameux pivot vers l'Asie, c'est-à-dire l'idée que les États-Unis ont perdu leur temps, leur argent et le sang des boys au Moyen-Orient, et alors que ce qui se passait vraiment, c'était l'Asie, c'était la montée en puissance de la Chine, et donc il y a un déplacement vers l'Asie qui, lui, va continuer et va être très probablement moins militarisé, même si il y aura une réponse de type endiguement, disons, comme on disait pendant la guerre froide, vis-à-vis de la Chine. Mais la nature a-t-elle horreur du vide? Je veux dire, si les États-Unis, par exemple, sont beaucoup moins présents au Proche-Orient, qu'est-ce qui va arriver? En fait, ça s'est déjà produit. C'était les années Obama. On a bien vu que exactement ce facteur que vous mentionnez, le vide de pouvoir, attire les appétits, aiguise les appétits et attire d'autres puissances. Et on a vu comment la non-intervention en Syrie en particulier, ce vide-là attirait alors soit des pays qui n'avaient jamais été très actifs à l'extérieur de leurs frontières, comme l'Arabie Saoudite, la Turquie, la Russie évidemment, qui s'est, disons, beaucoup investi au Moyen-Orient, largement du fait de disons, de cet abstentionnisme américain, mais aussi des nouveaux acteurs, enfin Daesh aussi, enfin tout ça était le fruit du retrait, ou disons de la moindre intervention américaine. Mais c'est quand même étrange ce décalage, parce que, je veux dire, décalage dans le temps, parce que quand on prend par exemple Robert McNamara, qui a été ancien secrétaire à la défense des États-Unis, déjà à l'époque, lorsqu'il s'agissait de tirer le bilan de la guerre du Vietnam, il disait, voilà, les États-Unis n'ont pas vocation à intervenir parce qu'on ne peut pas universaliser notre manière de voir, parce que on est effectivement dans une situation où on va se retrouver dans des opérations extérieures risquées, et c'est exactement ce qui est arrivé en Irak, en Afghanistan. Bref, on voit bien que finalement on a la reproduction de ces mêmes erreurs. Est-ce que Trump, du coup, ne peut pas constituer, je sais que c'est paradoxal de le dire ainsi, mais une forme de bon sens dans les relations internationales, dans le fait de dire, voilà, on ne peut pas réussir à intervenir de manière réussie dans des pays tels que la Syrie, tels que, là en l'occurrence, également la Libye. Évidemment, quand on est une puissance hégémonique, quand on est une puissance censée garantir l'ordre mondial, une puissance impériale, diront certains, on vous accuse forcément d'en faire trop ou d'en faire trop peu.
C'est-à-dire, si vous intervenez de façon désordonnée et d'une façon qui n'est pas jugée opportune, sage ou efficace, comme en Irak en 2003, on vous accuse d'en faire trop, d'être impérialiste, en mettez les autres. Si vous n'intervenez jamais, c'est-à-dire si vous ne remplissez pas vos fonctions, disons, de première puissance, on vous le reproche aussi en disant que cette abstention amène à un désordre mondial. C'est un peu toute la leçon des années 20 et 30, c'est-à-dire la puissance hégémonique réelle, mais qui ne se savait pas telle, qui étaient les États-Unis dès ce moment-là, par son abstention, par sa non-participation au traité de Versailles, par le fait qu'elle s'enferme dans l'isolationnisme dans les années 20 et surtout dans les années 30, laisse la voie ouverte au révisionnisme, et notamment en Asie avec le Japon et en Europe avec l'Allemagne. C'est-à-dire que là, le fait de ne pas réagir à une mise en cause de l'ordre mondial conduit à un désordre et oblige au bout du compte à intervenir par la guerre. Et donc on est toujours un peu sur cette ligne de crête, est-ce qu'on intervient ou est-ce qu'on n'intervient pas? Mais disons, ne rien faire du tout voudrait dire la fin du rôle hégémonique des États-Unis. Joe Biden a soutenu l'intervention en Irak. Ah oui, alors Joe Biden, il faut bien dire, on est très content d'avoir Trump, mais bon, c'est parfois quelqu'un qui a eu des jugements discutables. Je pense, et il a un peu voté à contre-courant, c'est-à-dire qu'en 1991, quand il fallait réagir contre disons l'invasion du Koweït par Saddam Hussein, il a voté contre la guerre du Golfe. En revanche, en 2003, pour cette guerre très peu justifiée ou très mal justifiée, il a voté pour. Ensuite, il a voté contre le surge alors qu'il fallait finir en Afghanistan. Donc chacun peut porter le jugement qu'il souhaite sur ces interventions. Alors, mais c'est votre vrai que jugement, justement, comment expliquer qu'il se soit situé à contre-courant, comme vous dites diplomatiquement? Il a aussi, j'ajouterais, défendu un plan de fédéralisation de l'Irak qui était très discutable et qui n'était pas vraiment, disons, pratique ou réalisable. Donc lui-même a une longue expérience qui n'a pas toujours été une expérience heureuse, en quelque sorte, dans ces choix-là. Mais il se situe malgré tout disons, au cœur du consensus démocrate, qui ne va pas jusqu'à, disons, le quasi-isolationnisme des partisans de Bernie Sanders, par exemple, mais qui est assez loin disons, du quasi-interventionnisme de Clinton des années 90, dont on se souvient. Justin Weiss, vous êtes historien spécialiste des États-Unis, fondateur et directeur du Forum de Paris sur la paix. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour continuer d'évoquer cette politique étrangère américaine. Et puis on sera également en compagnie de Greg Phillips, notre envoyé permanent aux États-Unis. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil. 7h, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et pour évoquer à la fois le bilan de Donald Trump et puis les perspectives relatives à l'élection de Joe Biden, nous sommes en compagnie de Justin Weiss, historien spécialiste des États-Unis, fondateur et directeur du Forum de Paris sur la paix. Et puis nous sommes en ligne avec notre envoyé permanent aux États-Unis, Greg Phillips. Bonjour Greg. Bonjour Guillaume. Bon, c'est un peu un marathon pour vous. Merci d'être avec nous au milieu de la nuit. Justin Weiss, sur ce que vient de dire mon camarade Frédéric Seyss, les conséquences pour la France. Oui, alors moi je suis entièrement d'accord avec ce billet. Je pense qu'il ne faut pas minimiser le chaos qu'a été l'administration Trump. C'est-à-dire que non seulement c'était de façon régulière assez désagréable, imprévu, il y avait des foucades, etc. Mais cette administration ne fonctionnait pas correctement. C'est-à-dire que plusieurs postes pendant très longtemps n'ont pas été fournis, n'ont pas été remplis dans cette administration. Et la chaîne de commandement, comme on dit, ne fonctionnait pas bien. Et donc il y a eu beaucoup de décisions qui ont été prises et retirées. Donc ça, c'est sur la forme. Mais ça, pardonnez-moi, Justin Weiss, ça c'est un problème pour les États-Unis. Et il y avait une dimension un peu nihiliste chez Trump qui consistait à déconstruire Washington. C'était un peu son programme, il l'a fait, il n'a pas menti aux États-Unis. En quoi est-ce un problème, une bonne chose, une mauvaise chose pour nous, Européens, Français? Quand on a des troupes engagées, par exemple en Afrique, ou quand on a une certaine politique vis-à-vis de la Syrie, quand le président tweet quelque chose et que son administration fait autre chose, c'est un problème.
Et cela, véritablement, nous a nui. Il y a des points sur lesquels on aurait pu, avec une autre administration que l'administration Trump, mieux faire. Alors, mieux coopérer, c'est évident, mais pour le reste. Oui, oui, et par exemple, sur le G7, par exemple, vous savez comment ça se passe. C'est-à-dire que l'idée du G7 et du G20, c'est d'essayer d'aligner un tant soit peu les politiques nationales. Et donc, les Sherpas et les équipes des présidents, des premiers ministres travaillent en amont et travaillent à un communiqué qui doit à la fin être accepté par les leaders. Sous Trump, ça n'était pas possible. C'est-à-dire que soit il refusait ce que son administration à lui-même avait préparé, soit il changeait complètement disons, l'orientation et rendait tout ça impossible. Et donc oui, c'était vraiment gênant sur la forme, et donc ça atteignait même le fond de la politique. Greg Phillips, vous qui êtes notre envoyé permanent aux États-Unis, il y a en tout cas un point sur lequel la presse est unanime. J'ai la une du New York Times qui est semblable à celle du Financial Times ce matin. L'idée, c'est que l'Amérique est un pays divisé, et sur la question de la politique étrangère, se pourrait-il que Joe Biden joue plus la continuité pour éviter précisément de trop diviser une opinion déjà divisée? Bon, écoutez, Joe Biden, c'est quelqu'un qui connaît les affaires de politique étrangère, hein. Il a été président de la commission des affaires étrangères au Sénat. Il a été 8 ans, vous l'avez déjà dit, le vice-président de Barack Obama, et a géré notamment une partie de ses dossiers. Donc, c'est un domaine qu'il connaît, alors que Trump est arrivé totalement inexpérimenté dans ce domaine. Et quand votre invité parlait de ces tweets qui d'un seul coup venaient désarçonner son administration ou le State Department, etc., Biden connaît les usages et sait comment fonctionnent ses services et cette administration. Donc il y aura sans doute un retour à la normalité, si je puis dire, avec Joe Biden à la Maison-Blanche. Après, quelle politique étrangère va-t-il conduire? Il a déjà donné évidemment quelques signaux, le retour dans les accords de Paris, le retour dans les accords de Paris, le lien renouvelé avec les alliés. Voilà, c'est en gros à peu près tout ce qu'il a déjà mis sur la table. On va voir ensuite, effectivement, à partir de janvier, comment est-ce qu'il va pouvoir concrétiser tout ça. Sur la question, par exemple, des relations commerciales avec la Chine, sur la question du Brexit, qui est aujourd'hui une question extrêmement importante et plus qu'urgente. Ça fait des mois qu'on en parle, Greg Phillips. Est-ce que là aussi, on peut dessiner des lignes de fuite? Écoutez, sur la Chine, ça va être évidemment un dossier central, parce qu'il y a eu cette guerre commerciale à coup de tarifs sur les importations menées par Trump, et on a vu notamment les conséquences que ça a pu avoir ici aux États-Unis, par exemple chez les agriculteurs qui n'arrivaient plus à exporter leur soja, par exemple, ou leur blé. Donc sur la Chine, évidemment, ça va être, je pense, un des premiers dossiers prioritaires de Joe Biden, de ne certes rien céder vis-à-vis de Pékin, mais de calmer un petit peu l'incendie que Donald Trump a pu allumer. Justin Weiss. Tony Blinken, le principal conseiller de politique étrangère de Biden, a dit récemment « Le monde ne se gouverne pas tout seul ». Ce par quoi il entendait non pas l'ambition de créer un gouvernement mondial ou que les États-Unis dominent tout nécessairement, mais la nécessité de travailler avec d'autres. Et là, quand même, on peut estimer qu'il va y avoir un changement très marqué, parce que la position instinctive de Trump était exactement l'inverse, de travailler seul ou avec quelques alliés. Et la position instinctive de Biden et de cette équipe, et pour les questions de santé, pour les questions de climat, pour les questions, je sais pas, de cybersécurité par exemple, de travailler avec les autres. Et donc pour nous, au Forum de Paris sur la paix, où on fait travailler les États, les entreprises, les fondations, les ONG, les citoyens ensemble autour de ces questions-là, c'est un changement énorme. On avait l'habitude d'avoir beaucoup d'Américains qui travaillaient avec nous sur ces questions, mais ça n'était jamais l'Amérique officielle, l'Amérique de Trump. Trump avait boycotté le forum en 2018, alors qu'il était à Paris pour les célébrations du 11 novembre 2018. Et il n'avait envoyé personne en 2019. Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que le Forum de Paris sur la paix, c'est la célébration du multilatéralisme et c'est une façon concrète d'avancer sur ces problèmes communs. Et que Trump n'aime pas le multilatéralisme. Et donc, tout le monde était là, Trudeau, Merkel, Van der Leyen, beaucoup de leaders africains, asiatiques et d'autres. Mais Trump avait ostensiblement boudé, même Poutine était là, c'est dire. Trump avait ostensiblement boudé. Alors que sur un bon nombre de ces initiatives, prenez la santé, prenez la lutte contre le coronavirus, les acteurs américains restent très importants par les dépenses qu'ils font, la fondation Gates, par le rôle des laboratoires, le rôle des ONG, le rôle des agences de développement. Et c'est donc tout cela qu'on rassemble et qu'on fait travailler. Et on espère en effet que l'arrivée de Biden va changer beaucoup la donne parce qu'on peut on peut espérer résoudre davantage de problèmes avec eux. Alors, concernant la lutte contre le coronavirus, Greg Phillips, là, il y a un virage important de prévu avec une situation qui est jugée, compliquée à cet égard par Joe Biden. Oui, au niveau intérieur, c'est clairement la priorité de son futur mandat. D'ailleurs, tout à l'heure, Biden va installer cette cellule de crise composée d'une douzaine de scientifiques, d'experts et de médecins et prendre le contre-pied total de Donald Trump sur ce dossier, c'est-à-dire faire confiance à la science, écouter ses conseillers scientifiques. Et donc, il va demander à cette équipe d'imaginer ou de continuer à imaginer un plan qu'il voudra appliquer, a-t-il dit, dès le premier jour de son entrée en fonction à la Maison-Blanche. C'est clairement la priorité numéro 1. D'ailleurs, pendant la campagne, vous savez, Biden parlait beaucoup de ça et de ces 237 000 morts aux États-Unis, jouant beaucoup aussi la carte de l'empathie. Là, on est sur quelque chose de plus politique, mais pareil, en opposition à Trump, je me souviens d'une publicité télévisée, notamment sur les chaises vides représentant ces dizaines de milliers d'Américains qui sont morts du coronavirus. Voilà, l'approche va être totalement différente, ça c'est évident. Mais alors, justement, Greg Phillips, parce que il y a parmi les opposants à Donald Trump, je pense par exemple à Bill Gates, qui a été interviewé sur la gestion de la pandémie, et il expliquait, sans complètement dédouaner l'attitude et la politique menée par Donald Trump, il expliquait que le système de santé américain était tel qu'on ne pouvait pas tout imputer à Donald Trump. Quels peuvent être les changements efficients opérés par Joe Biden? Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme nouvelles politiques sanitaires qui produisent des effets? Alors, par exemple, dans le plan qui est en cours d'élaboration, vous savez qu'aux États-Unis, on ne peut pas, par exemple, prendre une décision au niveau national du port du masque obligatoire. Ce sont des décisions qui se prennent au niveau de chacun des 50 États. Biden a déjà fait savoir qu'il allait demander aux 50 gouverneurs d'avancer vers cette direction du masque obligatoire dans leurs États respectifs. Il veut recruter 100 000 personnes pour tracer les malades. Et puis la question du vaccin, évidemment, est centrale, comme partout dans le monde. Et sur la table, il y a 25 milliards de dollars pour faire avancer la recherche et fournir le plus rapidement possible aux Américains un vaccin gratuit. Voilà les choses concrètes que Biden avance. Évidemment, il sera au pouvoir que dans 2 mois et demi, mais le message politique adressé aux Américains, c'est de dire qu'il travaille déjà évidemment sur ces questions. Oui, parce que j'ai vu politiquement que cela lui avait coûté à Donald Trump. Il aurait perdu, alors bon, tout dépend les sondages de sortie des urnes, mais on évoque par exemple 4 points parmi les retraités, Greg Phillips. Oui, vous allez en Floride, par exemple. Alors certes, il a remporté la Floride, mais on a vu dans l'électorat senior une chute de la popularité de Trump vraiment vertigineuse et principalement à cause de cette question de la gestion du coronavirus. Est-ce que Biden aurait remporté cette présidentielle si on n'avait pas connu cette crise sanitaire? Évidemment, personne ne le sait. Mais sans doute que la crise sanitaire, la crise économique qui a suivi et la gestion assez calamiteuse de tout ça par l'administration a sans doute favorisé en fait le candidat démocrate. Mais alors, Justin Weiss, vous qui êtes historien des États-Unis,
voudrais pas être l'avocat du diable, en l'occurrence de Trump, surtout qu'il a beaucoup d'avocats actuellement autour de lui. Mais néanmoins, il y a dans son attitude quelque chose qui parle à une partie des Américains, qui est la liberté. Vous pouvez ou non porter un masque, ça n'est pas obligatoire. Je ne le rendrai pas obligatoire et finalement, eh bien, il y a une marge que vous possédez pour savoir comment vous voulez réagir vis-à-vis du virus. Pas du tout quelque chose qui correspond à ce que nous avons l'habitude de voir et de faire en France. Est-ce que ces choses-là peuvent changer? Est-ce que finalement, ça ne renvoie pas aussi à une manière de se représenter l'individu et la société aux États-Unis? Oui, mais à travers un prisme particulier qui est celui du rejet des élites et en particulier du gouvernement fédéral, en réalité. C'est-à-dire liberté, oui, mais enfin liberté par rapport à ces élites de la côte Est, à ces bureaucrates qui nous forcent à Porter des un règlements. masque. Voilà, c'est ça. Mais aussi, en matière, je ne sais pas, en matière éducative, en matière économique, en matière de réglementation environnementale, hein, et c'est très vrai pour tous ceux qui sont dans le secteur des hydrocarbures, il y a ce rejet-là, où donc on met en effet en avant la liberté, mais il y a une sorte disons de paradoxe. On se souvient au moment de la lutte autour de l'Obamacare d'un opposant qui disait hands off my Medicare, c'est-à-dire ne touchez pas en gros que le gouvernement fédéral ne touche pas à mon Medicare, c'est-à-dire ce paradoxe qu'à la fois ils sont protégés par ce filet de sécurité et qu'en même temps ils rejettent le gouvernement qui en est en fait l'organisateur et l'inspirateur. Donc il y a tout de même ce prisme qui rend les choses un peu complexes. Mais c'est quand même quelque chose de très singulier parce que, par exemple, on a du mal à comprendre en France comment on peut être contre la sécurité sociale, y compris pour des populations vulnérables qui auraient sur le papier tout à y gagner, mais ces populations peuvent considérer que leur liberté, c'est de prendre une assurance privée et de ne pas être sous la coupe du gouvernement central. Oui, là on touche à une réalité très, très forte qui est celle de la culture politique, américaine qui en effet reste beaucoup plus individualiste que la culture politique européenne. On peut le dire de mille façons différentes, mais ce fait demeure et disons est fondateur et explique en plus de toutes les manipulations, c'est-à-dire le jeu des lobbies, en particulier de l'industrie médicale, que chaque fois qu'on a voulu aller dans le sens d'une sécurité sociale généralisée, comme dans le grand voisin du Nord, au Canada, comme en Europe ou ailleurs, ça se soit heurté à des résistances dans les années 60, dans les années 90. Souvenez-vous des efforts de Clinton, au moment de l'Obamacare, qui n'est qu'au fond une façon de s'accommoder avec cette réalité. Et au bout du compte, outre en effet ce jeu économique et ce jeu des lobbies, on retrouve malgré tout une philosophie du chacun pour soi, de l'individualisme qui résiste. Et on en voit les effets maintenant dans le traitement de l'épidémie de coronavirus. Greg Phillips, une nation est divisée, c'est ce que les médias soulignent. Alors elle est divisée autour de la question raciale. Que sait-on sur les votes des minorités pour Biden et Trump aujourd'hui? Alors, on attend encore évidemment tous les sondages précis sur le résultat du scrutin, mais il y a quand même une chose assez intéressante, c'est que Donald Trump a enregistré 71 millions de votes, c'est absolument énorme, 77 pour Joe Biden. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Trump a en gros 10 millions de voix de plus que ce qu'il avait fait il y a 4 ans. Ça veut dire qu'il est allé au-delà de sa base, au-delà des évangéliques, des blancs, de ces États désindustrialisés du Nord. Par exemple, en Floride, je vous parlais tout à l'heure de cet État, il fait des très bons scores dans le comté de Miami-Dade, par exemple. Pourquoi? Parce que les Latinos, notamment les Hispaniques, ont plus qu'il y a 4 ans voté pour lui. On note ça aussi chez les hommes africains-américains. Alors, évidemment, les Afro-Américains votent très majoritairement démocrates, mais on voit que, notamment chez les hommes jeunes, Donald Trump a gagné 3 à 4 points, a priori, et on attend évidemment d'avoir des chiffres plus précis. Donc, c'est important de comprendre que certes, il y a la victoire de Joe Biden, qui l'emporte dans des États importants, qui reprend notamment ces États de la Rust Belt, de la ceinture de la rouille. Mais Trump fait un très bon score et au niveau du vote populaire, et surtout,
il a réussi, ce qui est assez étonnant, ce qu'on n'avait pas forcément prévu, ce que les instituts de sondage n'avaient pas dit. Il a réussi à un peu élargir sa base et à aller notamment pêcher des voix, attraper des voix dans les minorités. Est-ce que ça, c'est une surprise, Justin Weiss? Oui, en rappelant que les minorités votent quand même massivement démocrates. Mais en effet, la marge qu'il a réussi à grignoter sur ces résultats d'il y a 4 ans est contre-intuitive, disons, que des hommes noirs, des Africains américains votent en légèrement plus grand nombre pour Trump peut surprendre compte tenu de tous les signaux qui ont été envoyés aux groupes racistes, aux groupes d'extrême droite, etc. Ça rappelle simplement que les facteurs de vote, les motivations du vote sont pluriels et que plusieurs points de l'agenda de Trump, du programme de Trump, ont su séduire soit des hispaniques, soit des Africains américains, messages économiques, messages de fermeté vis-à-vis de la Chine, et qu'on ne vote pas toujours selon son identité. Et l'on voit, Greg Phillips, que Donald Trump, c'est désormais le feuilleton refuse le résultat des urnes. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce qu'il a d'autres moyens que verbaux de s'opposer à ce scrutin? Franchement, je ne sais pas ce qu'en pense Justin Weiss, mais c'est intenable. Joe Biden a gagné cette élection assez largement. Tous les recours que Trump veut déposer ou menace de déposer sont les uns après les autres rejetés par les tribunaux locaux dans les États concernés. On dit, son directeur de campagne dit qu'il veut organiser à nouveau des meetings dans ces États-là pour aller chauffer à blanc ses supporters. Mais clairement, il n'y a pas d'issue. Voilà. Qu'est-ce qui peut se passer? Honnêtement, j'en sais rien. Mais comment peut-il sortir de cette situation où de toute façon il ne pourra pas obtenir de refaire cette élection? Donc il y a en ce moment à la Maison Blanche autour de lui, paraît-il, une guerre des conseillers, certains lui conseillant de plutôt sortir par le haut et de reconnaître évidemment sa défaite, tandis que Giuliani, par exemple, son avocat personnel, le pousse à continuer le combat. Voilà, c'est à lui de prendre la décision, mais il n'y a aucune issue dans la route qu'il est en train de prendre de ne pas reconnaître sa défaite face à Joe Biden. Justin Weiss, quelle est la stratégie de Donald Trump? Parce qu'on le présente parfois comme un homme sanguin, ce qu'il est incontestablement, mais c'est aussi quelqu'un qui a le sens politique. Lui, d'après la presse, se verrait très bien dans 4 ans, par exemple, être à nouveau candidat. Oui, et c'est pour ça que certains démocrates... Alors, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il a encore des leviers d'action. D'abord, il est pleinement président jusqu'au 20 janvier prochain, donc il peut faire des tas de choses, il peut prendre des ordres exécutifs, il peut... Est-ce que Biden peut s'y opposer? Est-ce qu'il y a une manière de freiner? Non, Biden n'est rien jusqu'au 20 janvier. Et même, d'ailleurs, on voit la petitesse, disons, de cette administration. La fonctionnaire chargée d'opérer la transition, c'est-à-dire de donner des crédits, en fait, pour l'équipe Biden, pour qu'il commence à s'installer. Il va falloir nommer 4000 fonctionnaires fédéraux, il va falloir rentrer en fonction, à refuser de prendre cette décision. Donc c'est terrible. Non mais Trump en fait, à mon avis, va rester dans le paysage. D'abord parce qu'il peut prendre des décisions d'ici le 20 janvier. Il peut notamment utiliser son droit de grâce pour un certain nombre de gens qui ont été mis en cause, Flynn et d'autres, et peut-être même lui-même. C'est une des choses qu'il pourrait faire, même si c'est disputé, ou alors démissionner et se faire gracier par Mike Pence, son vice-président, c'est aussi envisageable. Il peut prendre donc des décisions politiques, il peut renvoyer des gens, il peut embaucher des gens. Donc voilà. Et tout ça pourquoi? Parce que, en effet, il, je pense, souhaite continuer à peser sur les équilibres du parti républicain. Un certain nombre d'élus lui doivent la victoire. Et s'il menace de revenir comme un spectre en 2024 dans la course et qu'il risque de gagner, alors les républicains se comporteront différemment du scénario dans lequel il n'a aucune chance de revenir. Et d'ailleurs, les démocrates réfléchissent à la possibilité disons, d'en finir avec Trump et de faire un impeachment même après cette élection pour être sûr qu'il ne puisse pas être réélu en 2024. Malheureusement pour Trump, il y a beaucoup de bases différentes. Il y a celle disons, de la corruption qu'on avait vue avec l'affaire ukrainienne, c'est-à-dire qu'il demandait au président, en échange de crédits fédéraux, de crédits américains, au président ukrainien de lui donner
un dossier compromettant sur Biden, mais en fait, il a beaucoup de casseroles. Il a beaucoup de procès, soit au civil quand il redeviendra simple citoyen, soit en tant que président, et y compris, et c'est le dernier que certains démocrates agitent, pour la façon dont il a géré l'épidémie de coronavirus, qui a fait maintenant près de 250 000 morts, c'est-à-dire plus que la plupart des guerres américaines. Greg Phillips, on parlait de la possibilité pour Trump de se représenter à 78 ans, ce qui pose la question de l'âge du capitaine, de l'âge des capitaines, parce que Joe Biden va bientôt, dans quelques jours, avoir 78 ans. Et voilà, on pourra lui souhaiter un bon anniversaire. J'ai vu que son vieux complice Ted Kaufman allait avoir un rôle actif. Ted Kaufman a 81 ans. Il y avait une époque, vous étiez jeune, Greg Phillips, mais on considérait que Brejnev, à 76 ans, incarnait la gérontocratie. Il y a eu Andropov, Tchernenko au Kremlin. Ils étaient plus jeunes que Joe Biden. Est-ce que ça, c'est un sujet ? Ça a été un sujet pendant toute la campagne. Parce que, souvenez-vous, quand Biden, en mai 2019, à Philadelphie, fait son premier meeting, il n'y a pas une énergie débordante et tout le monde se dit, certes, il est quasi automatiquement en tête dans les sondages parce qu'ancien vice-président d'Obama, etc. Mais tout le monde est un peu frappé quand même par le manque de dynamisme, exactement. Et puis Trump très vite a utilisé cette arme quand Biden a été confirmé comme candidat du Parti démocrate. Et je vous passe les Sleepy Joe, les accusations de sénilité, etc. Donc la question de l'âge de Biden, c'est évidemment très vite posé. C'est sans doute pas pour rien qu'il a choisi Kamala Harris comme colistière et comme future vice-présidente, 56 ans, beaucoup plus jeune, très dynamique, centriste comme lui, représentant les minorités. Elle cochait vraiment toutes les cases, mais notamment celle de la jeunesse. Et puis voilà, il y a une volonté de Biden de montrer qu'il est en forme malgré tout, malgré ce qu'on peut dire. Vous l'avez vu monter sur scène à Wilmington pour son discours de victoire. Il est monté en petite foulée, en courant, en gravissant les quelques marches qui le séparaient de la scène. Donc voilà, il va devoir montrer qu'il a malgré tout l'énergie, et puis aux accusations évidemment, aux reproches sur son âge, et il peut évidemment défendre son expérience et 50 années d'expérience dans la politique. Ah oui. Évidemment, l'âge et l'expérience vont ensemble. Ça, c'est quelque chose que personne ne lui dénie, Justin Weiss, mais quand même, c'est une caractéristique, le fait que ce système démocratique américain a vu s'opposer deux septuagénaires pour le pouvoir suprême. Oui, mais souvenons-nous que ce sont aussi les États-Unis qui avaient innové en élisant un président si jeune, Kennedy, en 1960, et que généralement l'âge a été plutôt inférieur à celui des présidents français, qu'on pense aussi à Clinton ou encore à Obama. Obama était jeune. Donc ça, je pense que ce sont des variations, c'est pas une caractéristique. Non, ce que ça pointe, c'est quand même les quelques premières de cette élection, le fait qu'une femme accède à la vice-présidence, qu'une femme de couleur accède à la vice-présidence, le fait que ses chances de devenir présidente sont assez élevées, non pas simplement en cas de défaillance de Joe Biden, qui peut arriver compte tenu de son âge plus que pour un homme plus jeune, disons, mais aussi parce qu'en 2024, il est peu probable que Joe Biden se représente à 82 ans, ce serait sans doute pas concevable. Et là, c'est naturellement, si sa performance a été bonne, la vice-présidente qui se présentera avec, c'est une autre caractéristique de cette élection, quand même pas mal de chances d'être élue, parce qu'en réalité, la régularité en tout cas des dernières décennies, c'est qu'un président est réélu au bout d'un mandat. Ça a été le cas de la plupart d'entre eux, sauf Carter, avec accident économique dans les années 80, la crise des otages en Iran, etc. Sauf Bush père, parce que là aussi, récession économique. Et puis, un tiers candidat qui avait piqué pas mal de voix de Bush en faveur de Clinton. Mais d'habitude, d'ordinaire, ils sont réélus. Reagan, Clinton, Bush fils, Obama. Et là, c'est aussi ça qui est humiliant pour Trump, c'est qu'il n'a pas été réélu et que, donc, il laisse la voie à un président âgé, mais aussi à une vice-présidente beaucoup plus jeune qui est l'avenir de l'Amérique. Un mot de conclusion, Greg Phillips. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc vous l'avez dit, les moyens de Donald Trump de s'opposer à cette élection apparaissent minces. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va falloir voir si la transition
qui est une tradition ici aux États-Unis, se met en place ou pas. C'est-à-dire que les équipes de Biden attendent maintenant de pouvoir aller à la Maison-Blanche travailler, récupérer des dossiers, échanger avec l'actuelle administration. Ça ne pourra se faire qu'à partir du moment où Donald Trump concédera sa défaite. Donc ça va être la prochaine étape. Biden constitue évidemment son cabinet. On va voir qui il recrute, notamment pour revenir à ce que vous disiez au début en matière de politique étrangère, quel profil il retient. Et puis, quoi qu'il arrive, quelles que soient les péripéties qu'on peut connaître dans les prochains jours, prochaines semaines, le 20 janvier, à midi, Donald Trump n'est plus président des États-Unis. Il y aura une transition. Merci beaucoup, Greg Phillips, notre envoyé permanent aux États-Unis. Bonne nuit à vous, puisque